Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous. J'avoue qu'il est un peu difficile d'intervenir après l'excellente présentation de Christophe sur la Chine, parce qu'on se sent tout petit, même si on est grand, on se sent tout petit à côté de la Chine. Et la question de Dominique Hochem de tout à l'heure prend tout son sens. Quelle est notre contribution dans tout ça? On est tout petit. Mais bon, comme dit un proverbe russe, ce sont les centimes qui économisent les euros. Et donc, je vais présenter nos quelques centimes. Maintenant, en fait, la présentation est structurée de manière suivante. On va parler de Rosatom, qu'est-ce qu'on fait à l'international et en Russie, quelles sont les priorités du programme russe. Après, je vais présenter quelques particularités de VVER, parce que pour faire le lien entre les filières. Cette partie permettra de voir qu'au final, il n'y a pas énormément de différence entre les VVER et les REP français ou autres réacteurs à eau légère. Et donc, ça nous amène à la coopération franco-russe qui a beaucoup d'avenir. Donc, Rosatom, c'est la filière nucléaire russe. Pour donner une image, si on imagine EDF, CEA, Orano, Framatome réunis au sein d'une seule société, ça donnerait Rosatom. Donc c'est à la fois une société qui développe les réacteurs, qui construit les réacteurs, mais c'est aussi un exploitant. Donc il y a à peu près 250 000 employés, c'est assez comparable avec la filière française. Et actuellement, Rosatom développe pas mal de projets en Russie et à l'international. Donc, comme j'ai dit, Rosatom regroupe toutes les compétences du nucléaire, tout le cycle d'uranium, fabrication de combustible, construction et exploitation des centrales, gestion de l'aval du cycle de combustible, mais aussi toutes les parties annexes, donc la médecine nucléaire, les réacteurs de recherche, la production des isotopes, etc. Quelques sujets un peu exotiques et proprement russes. Vous voyez en bas la flotte de brise-glace. Rosatom exploite une flotte de brise-glace et les développe activement parce que Rosatom est devenu, depuis quelques années, l'exploitant du passage nord-est. Donc c'est le chemin maritime par le nord de la Russie. Et donc on a besoin de brise-glace pour passer la marchandise par là. Même si Rosatom reste une société largement nucléaire, il y a une volonté forte de diversifier ces activités-là, notamment en développant les énergies renouvelables. Rosatom, c'est le plus grand constructeur des éoliennes en Russie actuellement. Bon, ça, c'est pas transparent pour cette audience. Vous savez très bien quels sont les avantages du nucléaire et que cette technologie répond parfaitement à des objectifs climatiques, comme Michel a rappelé dans sa présentation. Dans le contexte russe, cette vision est reconnue au niveau politique. Donc c'est ça qui aide le développement du nucléaire. Le nucléaire est considéré une technologie importante, une technologie d'avenir en Russie. Et le nucléaire est considéré comme une technologie verte, comme l'éolien ou l'hydraulique ou d'autres sources qui n'émettent pas de CO2. Ça permet d'une part, donc ce message clair de la part du gouvernement et des autorités russes permet le développement du nucléaire et bientôt les financements verts à l'intérieur de la Russie, même si la loi n'est pas encore votée, mais ça va inclure explicitement le nucléaire et le renouvelable. Cette vision n'est pas encore partagée partout au niveau international. Vous connaissez l'histoire avec la taxonomie en Europe. Et là, nous travaillons activement avec la SFEN, avec les acteurs du nucléaire européen pour défendre cette vision en Europe et dans le monde. Un autre aspect qui a aidé le développement du nucléaire et qui a également aidé le développement du renouvelable en Russie, c'est la structure du marché russe. Il y avait une question tout à l'heure sur la déréglementation du marché, la libéralisation du marché de l'électricité. Il faut savoir que le marché électrique en Russie est libéralisé. Mais malgré ça, la construction de centrales nucléaires est possible, comme des sources type ENR, parce qu'il y a un marché de capacité. Donc c'est un mécanisme qui permet de rémunérer une puissance installée, même si le prix de mégawattheure fluctue et descend très bas. Sans ce mécanisme,
on ne sait pas si le développement de ces technologies-là, que ce soit le nucléaire ou l'ENR, soit possible. Donc, quelques mots sur la construction russe dans le monde historique. Donc cette carte vous montre tous les réacteurs qui ont été construits par Rosatom historiquement. Donc on voit qu'il y en a essentiellement, ils se trouvent en Russie, bien sûr, mais historiquement, il y en a eu en Europe de l'Est, en Finlande, en Inde et en Chine. Et sur 104 centrales que Rosatom a construites, 78 sont des réacteurs VVER, des réacteurs à eau. Bon, je n'ai pas mis à jour ce transparent, parce qu'en fait, il manque les deux unités à la fin, la centrale Leningrad 2 et la centrale biélorusse, qui ont démarré l'année dernière. Mais grosso modo, il y a une unité par an qui est construite par Rosatom, à la fois en Russie et à l'international. Et c'est ce programme de construction nationale qui permet en fait de construire à l'international. Vous avez tous les projets de ces dernières années sur le transparent. Et donc la géographie, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. C'est la Chine, c'est l'Inde, c'est la Russie, un certain nombre d'autres pays. Concernant les types de réacteurs, la quasi-totalité, ce sont des réacteurs VVER, sauf Beloyarsk 4, qui est un réacteur rapide. Je vais en parler tout à l'heure. Et aussi, vous voyez à la fin, Acadiem et Klemenov, sauf en 2019. Ça, c'est la barge flottante. C'est notre tête de série en SMR flottant. Donc un peu exotique aussi par rapport à la vision de cette technologie dans d'autres pays. Aujourd'hui, Rosatom a 36 projets de centrales au total. Projet, ça ne veut pas dire qu'on les construit, on construit beaucoup moins. Mais pour nous, comme l'engineering commence bien avant le premier béton, et on dépense beaucoup d'argent sur ces aspects-là, on les comptabilise. Donc pour nous, ce sont des véritables projets, sachant que ceux qui sont vraiment en construction, c'est la centrale en Biélorussie. La dernière unité, la deuxième unité va démarrer en décembre, normalement. Il y a la construction en Bangladesh, les 3 réacteurs en construction en Turquie et 2 en Inde. Et en bas, vous avez tous nos projets qui sont actuellement en licensing. Bon, il y a notre strapontin, comme a dit Christophe, en Chine. On continue, on a un peu de construction en Chine. Pour nous, c'est un marché important. Si on part de l'Europe, il y a 2 projets importants. C'est le projet PACH en Hongrie et le projet Anikivi en Finlande. Et les 2 sont actuellement à l'étape de licensing. Donc ça, c'était pour la partie VVER. Rosatom suit une stratégie de fermeture du cycle. Et un élément crucial pour cette fermeture du cycle, ce sont des réacteurs à neutrons rapides. La Russie a commencé le développement des réacteurs rapides dans les années 70, donc avec le réacteur BN350. La France a largement contribué à la gestion des incidents qui ont eu sur ce réacteur et qui ont permis l'amélioration de la technologie de réacteurs à refroidi à sodium pour les 2 qui ont suivi. Donc BN600 qui fonctionne depuis 1980 et le BN800 qui a démarré il y a 5 ans. Il y a quelques particularités de ces réacteurs-là. Ils ont connu bien sûr des problèmes dans leur jeunesse, mais très rapidement ils ont atteint un certain niveau de maturité qui permet un coefficient d'utilisation comparable à celui des réacteurs à eau. Donc si on prend le BN600, c'est à peu près 75%, ce qui est pas mal pour un réacteur de ce type-là. Donc là, vous avez en fait l'évolution année par année de ce coefficient. Quelles sont les différences par rapport au programme français ? Je vous rappelle que ces réacteurs-là, jusqu'à pas longtemps, ils ont fonctionné à l'uranium enrichi. Donc, ce n'était pas des réacteurs MOXé. Donc, évidemment, ça simplifie pas mal de choses. Et il y avait des raisons pour cette logique, mais une des motivations importantes, c'était de maîtriser la technologie sodium avant s'attaquer au cycle. Donc on a commencé à s'attaquer au cycle il n'y a pas longtemps. Et l'année dernière, les premiers assemblages MOX-RNR produits en série ont été installés dans le cœur de BN800. Et pour l'instant, ça se passe bien, mais c'est un aspect qui
qui est actuellement en cours de développement en Russie. Le BN600, en fait, il a eu l'extension de la durée de vie pour 5 ans jusqu'à 2025. Actuellement, il y a des travaux en cours pour permettre son exploitation jusqu'à 2040. Concernant le troisième réacteur, dont on a beaucoup entendu parler, le BN1200, il a eu un retard. Notamment, je ne vous cache pas que l'arrêt du programme Astrid a pas mal démotivé nos collègues en Russie. Et une décision a été prise de retarder la construction de ce réacteur. Mais finalement, l'annonce suivra, on espère, bientôt, avec une date. Mais on sait que ce réacteur va voir le jour dans les années, peut-être vers le milieu des années 2030. Un troisième volet important dont on a un peu, Michel l'a évoqué, il y avait une très belle carte avec plein de projets. En réalité, les projets poursuivis sérieusement, industriellement en Russie dans le domaine des SMR, il y en a un peu moins que sur la carte impressionnante de Michel. En fait, effectivement, il y a une grande demande maintenant pour la petite capacité. La Russie se base sur le design des SMR, surtout issus de la propulsion navale. Donc les SMR qui ont été utilisés, des petits réacteurs qui ont été utilisés sur des brise-glaces qui ont pas mal de retours d'expérience. Et ce sont des réacteurs en fait civils, hein, donc on peut les utiliser pour des centrales conventionnelles. Le premier, c'était Akademik Lomonosov, qui a démarré en 2019. Il a pris un peu de temps pour être construit. Il faut savoir que ce n'était pas le réacteur qui a posé le problème, ce n'est pas la partie nucléaire, mais c'est bien la barge. Rosatom ne fabrique pas de barge, donc on a dû sous-traiter ça à des sociétés qui ont connu des difficultés. Vous avez vu ça dans la presse. Mais globalement, ce n'est pas la partie nucléaire qui a été difficile, mais bien l'intégration de tous les systèmes à cette barge. Mais aujourd'hui, cette centrale, elle est en fonctionnement. Elle est positionnée à Pevek, dans le nord extrême de la Russie. Donc il y a 2 unités. Ensemble, ils font à peu près 75 MW électriques. Cette unité produit également de la chaleur, qui est utilisée par le réseau de chauffage urbain de la ville de Pevek. En fait, récemment, il y a eu l'annonce au mois de septembre pour la commande de 4 centrales flottantes optimisées, donc qui vont être beaucoup plus petites que celle qui est cette tête de série, en fait. C'est quand même un navire assez important, à peu près 24 000 tonnes de déplacement, donc assez énorme. Mais donc il y a 4 réacteurs, 4 centrales flottantes qui ont été commandées pour le nord extrême de la Russie également. Il y aura un prototype à terre avec une version légèrement modifiée de ce réacteur Rythme 200 qui sera utilisé dans ces nouvelles centrales. Ah, merci beaucoup. Donc ce réacteur Rythme 200, c'est la nouvelle génération des réacteurs de propulsion navale qui sont déjà exploités sur les brise-glaces. Il y en a eu 6 de fabriqués. Arktika a passé ses essais en mer et Sibir et Ural sont en fin de construction. Donc ça, c'est les 3 brise-glaces qui vont remplacer les brise-glaces un peu vieillissants de Atomflot. Et donc ce même réacteur, c'est celui-là qui va être utilisé sur les 4 nouvelles centrales flottantes. Et la version légèrement modifiée va également être installée à terre, en Yakoutie, en Sibérie orientale, pour servir de prototype de SMR à terre. En résumé, vous voyez que la Russie cible surtout les niches, les sites éloignés. Les sites éloignés ne manquent pas en Russie. Il y a besoin de les équiper en électricité, qui est effectivement... Les alternatives sont extrêmement chères. Souvent, c'est du diesel livré par avion, donc on est hors de prix. Et ces solutions-là sont largement compétitives et technologiquement mûres. Peut-être une petite parenthèse quand même sur ces réacteurs. Il faut voir que sur un bateau type brise-glace qui est dimensionné pour briser la glace dans le nord, en fait, il fonctionne en mode de tremblement de terre permanent.
parce qu'il tape la banquise, et il est dimensionné pour subir les chocs de l'ordre de 4G en permanence. Donc c'est quand même du très 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 solide. Et c'est ce que nous considérons comme un avantage énorme pour le déploiement de ce type de technologie SMR, quand on parle de sites éloignés ou réduction en effectif pour l'exploitation, etc. Donc ce sont des arguments très importants. Donc là, je vais passer rapidement quelques transparents pour expliquer, parce qu'on parle de VVR, tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un VVR, et les gens imaginent toutes sortes de choses. En réalité, ce sont des réacteurs, ce sont des REP. Donc c'est la même technologie que les REP français, mais avec quelques particularités historiques. Déjà, à la base, quand le choix technologique a été fait, un des facteurs limitants en Russie, c'était le chemin de fer et les tunnels. Et en fait, on ne pouvait pas faire passer les pièces d'équipement très très grosses. Et à l'époque, on voulait construire des gros réacteurs. Et donc les réacteurs à eau n'étaient pas possibles. Et les tout premiers, la première génération, les VVR 440, c'est des petits réacteurs. Et donc le facteur limitant, c'était la taille de la cuve. Donc si on fait une cuve plus petite, ça veut dire que, bon, déjà, on baisse en puissance, mais on doit mettre un maximum de combustible à l'intérieur. Donc on se positionne sur un assemblage hexagonal. Si on est proche de la paroi, ça veut dire qu'il faut la protéger. Donc, on a mis sur les VVR dès la première génération une sorte de réflecteur lourd pour protéger la cuve. Comme la cuve est toute petite, et sur les VVR 440, c'était des réacteurs à 6 boucles. Donc il y avait 6 boucles, et il n'y avait pas la place sur la cuve pour mettre toutes ces connexions, et donc il a fallu les mettre sur 2 niveaux. En fait, voilà, ça concernant la cuve, c'est ça qui résume les petites différences. Par rapport à ça, ce sont des réacteurs à eau absolument classiques. Une différence notable concerne les générateurs de vapeur, parce que dans les VVR, dès le départ, on a choisi les générateurs de vapeur horizontaux. Horizontaux, ça veut dire moins efficace, ça prend plus de place, et dans la première génération des VVR, il n'y avait pas d'enceinte de confinement, parce qu'elle aurait été gigantesque. En contrepartie, l'inventaire en haut est très important, et à la nouvelle génération, de VVR 1000, 1200, avec l'enceinte de confinement et tous les systèmes classiques, en fait, ça a permis d'avoir à la fois l'inventaire en eau et tous les systèmes de sûreté nécessaires. Même si c'est moins efficace, bon, c'était vrai au début, maintenant ils sont quand même à un niveau d'efficacité assez comparable, mais un avantage notable, c'est qu'il ne faut pas les remplacer après 30 ans d'exploitation, ce qui simplifie largement l'extension de la durée de vie. Donc c'est une des différences assez importantes par rapport aux programmes qu'on voit aux États-Unis ou en France ou dans d'autres pays. Et le dernier point, comme les VVR ont toujours été développés dans une logique de retraitement de combustible, donc il n'y a pas de grosse piscine sur site, donc il y a une petite piscine à l'intérieur de l'enceinte de confinement qui permet de stocker pendant 10 ans pour ensuite évacuer les combustibles. C'est un avantage en termes d'agression externe, ça plaît beaucoup à nos clients. En même temps, aujourd'hui, il y a des clients internationaux qui souhaiteraient avoir une piscine à part, et c'est quelque chose qu'on a dû développer. En vue d'ensemble, donc à gauche, vous avez un REP classique à 4 boucles, à droite, un VVR avec des sections en cœur. Donc les assemblages sont hexagonaux dans le VVR et carrés en REP, mais la seule différence visuelle, en fait, c'est les GV qui sont horizontaux. En termes de circuit primaire, les paramètres sont quasiment identiques. En quoi c'est utile à nous aujourd'hui? En fait, il y a pas mal de pièces d'équipement qui ont été développées pour les REP qui peuvent être utilisées sur les VVR. Parce qu'il y a une grande proximité technologique et physique et scientifique. Donc en fait, ça ouvre pas mal de possibilités en termes d'intégration des filières.
Et effectivement, on constate qu'il y a pas mal d'équipements qui sont produits en Europe et en France qui sont utilisés sur les VVR. Donc là, c'est le même, enfin, je vais passer rapidement, mais c'est juste voilà, les schémas d'un GV classique français au milieu et le GV russe. Donc vous voyez que les tubes sont couchés, en fait, sont à l'horizontale. Et un petit tableau qui résume les avantages et les inconvénients d'une solution et de l'autre. Bon, les avantages pour la disposition horizontale, c'est qu'effectivement, il y a moins de vibrations, il n'y a pas besoin de les remplacer au bout de 30 ans, et il y a une certaine stabilité sismique également. Le dernier élément que je voudrais mentionner en termes techniques, c'est le récupérateur de corium. La solution qui a été retenue pour les VVR, c'est un récupérateur de corium externe, mais les ingénieurs russes n'ont pas choisi l'étalement du corium, comme par exemple pour le PR, mais en fait, il y a une deuxième cuve avec les alvéoles qui contiennent des oxydes de fer et d'aluminium et quelques additifs, bien sûr, et qui, en cas d'accident grave et rupture de l'étanchéité de la cuve, est censé récupérer le corium pour limiter les émissions atmosphériques. Donc, ça, ce sont des différences génériques. Je ne rentre pas dans les détails de l'arrangement des centrales, quelles sont les solutions retenues. Mais globalement, les VVR ont fait énormément de progrès, comme tous les réacteurs au monde. Aujourd'hui, le dernier modèle qu'on commercialise, le VVR 1200, il existe en deux versions. Une version les deux ont une combinaison des systèmes actifs et passifs de sûreté. Et il y a une version qui est un peu plus active et l'autre qui est un peu plus passif, parce qu'il y a des préférences après en fonction des marchés, mais le réacteur reste le même. Et aujourd'hui, il existe en 5 exemplaires, vrai, donc 2 à Novorossiysk, 2 à Saint-Pétersbourg, à la centrale Leningrad, et l'unité numéro 1 de la centrale biélorusse qui a démarré récemment. Donc, ici, vous avez les photos les deux exemples de ce type-là. Donc, celui à droite, il est un peu plus passif, et celui à gauche, il est un peu plus actif. Celui à droite, il va être construit à Nikivi, le même modèle, et celui-là à Paks, en Hongrie. Donc, l'Europe disposera des deux modèles de Rosatom. Je voudrais terminer sur la coopération franco-russe dans le domaine du nucléaire, parce que c'est quelque chose de très important. En fait, la Russie et la France travaillent depuis 50 ans cette année de la première livraison de l'uranium enrichi par l'URSS à l'époque à la France. Et cette coopération n'a pas cessé de progresser. Sur la photo, vous avez la signature entre le CEA, qui représentait la filière française, et Rosatom, d'un accord de partenariat stratégique qui liste un grand nombre de sujets qui ont été déjà évoqués aujourd'hui et où nous examinons ensemble les possibilités de coopération aujourd'hui et demain. Concernant des aspects un peu plus pratiques, il faut voir que Rosatom est un grand consommateur de la technologie française pour ses unités, surtout en construction à l'étranger. Et vous avez entendu parler sans doute des commandes des turbines Arabelle pour les unités VVR. Il y en a eu 11 au total de commandées. Le contrôle-commande à la fois en Russie et sur les unités en construction à l'étranger, c'est Framatome qui le fournit. Et il y a un certain nombre d'autres fournisseurs importants, et de grande et de petite taille, qui contribuent au projet russe. Au total, bon, c'est un chiffre, mais c'est quand même un chiffre important, mais c'est à peu près 1 milliard par unité. Donc les projets de Rosatom, en fait, consomment pas mal la technologie française, et c'est très bien. Voilà, donc j'aurais dû peut-être montrer ce transparent, mais ici vous voyez une vue schématique d'un VVR et les quelques fournisseurs notables, à la fois donc les turbines et le contrôle-commande, mais aussi l'équipement électrotechnique. Il y a pas mal de sociétés françaises qui contribuent à la construction elle-même, comme le Bureau Veritas ou Assystem ou certains
C'est juste pour les nommer, parce que la liste n'est pas du tout exhaustive, hein. Il y a beaucoup de fournisseurs, mais qui, en Turquie, surveillent la construction et la conformité de la centrale à Kuyu. Voilà, je voudrais terminer par cette citation de la Sven, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la filière française exporte aussi parce qu'il y a les projets de Rosatom, et c'est très bien, parce que ça améliore les produits et ça satisfait les clients. Mais si on se projette à l'avenir, je pense que ce qui manque, c'est peut-être un projet conjoint. Il y a pas mal de sujets sur la table, que ce soit les SMR, les nouveaux réacteurs, etc. Et il y a eu par le passé des interactions extrêmement fructueuses sur les réacteurs à neutrons rapides, par exemple. Donc pourquoi pas imaginer une coopération plus large et un design commun, je ne sais pas, on peut se lancer. Nous sommes ouverts à cette discussion-là et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Bien, comme nous l'avons fait tout à l'heure, on va passer les micros dans la salle pour des questions. On a une vingtaine de minutes pour cela. Donc, qui veut intervenir? Beaucoup de mains, d'accord. Alors, attendez. On va commencer par vous, voilà. Voilà. Merci beaucoup. Loïc Martin-Dédier, retraité du CEA. On ne parle pas beaucoup de l'acceptation du public en Russie. On sait qu'en Inde ou en Chine, il commence déjà à y avoir des difficultés de ce côté-là. Quelle est la situation en Russie ? C'est une très bonne question. En fait, globalement, les centrales nucléaires, si on parle des centrales nucléaires, sont plutôt bien vues en Russie. L'opinion publique est assez favorable à la construction. Et bon, un peu comme en Chine, c'est un des sujets qu'on peut discuter. Mais ça ne concerne pas tous les aspects. Vous avez peut-être vu dans la presse, il y a des sujets comme la livraison de matières nous travaillons beaucoup avec EDF sur la gestion de l'uranium de retraitement, par exemple. Donc il arrive en Russie, il est réenrichi et repart en France repartira en France pour alimenter les centrales françaises. Mais ces opérations-là sont très critiquées par la presse. Elles sont complètement déformées, il faut le dire. On passe beaucoup de temps à expliquer de quoi il s'agit. Mais la source de cette méfiance, c'est un peu historique peut-être, mais dans les années 90, au moment de la grande crise économique en Russie, il y avait des rumeurs comme quoi, si je le simplifie, Yeltsin aurait vendu la Russie pour le transformer en poubelle nucléaire du monde entier. Et que, on va récupérer les déchets et les noyer dans le lac Baïkal. Je caricature, mais quelque part, cette image a marqué les esprits. Et quand on emporte une matière et on utilise des mots savants, l'uranium de retraitement, etc., ça passe très mal. Les associations antinucléaires en profitent également. Et donc, c'est un sujet qui nous préoccupe, mais nous mettons en œuvre toute la communication nécessaire pour expliquer de quoi il s'agit. Donc voilà, ces aspects-là sont très regardés, mais la construction et l'exploitation elle-même, c'est plutôt le contraire. Les gens voient le nucléaire comme une technologie d'avenir, et donc, quelque part, l'opinion publique, pour l'instant, est avec nous. Merci. Monsieur au premier rang. Oui. Christian Prin, Sven Provence, ex-EDF et Wano. J'avais en fait une double question pour vous. Tout d'abord, je vous félicite pour votre présentation et en ayant ciblé notamment les écarts entre le PWR que tout le monde connaît ici et beaucoup moins sur le VVR. Donc merci pour avoir ciblé donc ces informations. Est-ce que par rapport aux incidents que nous avons malheureusement connus avec Tchernobyl et Fukushima dernièrement, en quoi cela a modifié, en termes d'organisation, Rosatom, du point de vue de l'ingénierie et du point de vue de l'exploitation, parce qu'on touche à la sûreté, donc forcément, il y a eu certainement des enseignements tirés en Russie. Et par ailleurs, un point aussi délicat pour ce qui relève les futurs réacteurs de troisième génération, c'est qu'aujourd'hui, on se heurte finalement à des problèmes d'approvisionnement sur les pièces lourdes, comme les GV ou les cuves. Et malheureusement, je ne sais pas si je vais l'expliquer, mais on a très peu d'informations sur la capacité de la Russie
à fournir ces pièces lourdes. En tout cas, dans les échanges que j'ai eus à l'international, quasiment la Russie est absente sur... alors peut-être que c'est un axe d'amélioration sur la coopération France-Russie, mais est-ce que vous avez quelque chose à nous dire de ce point de vue? Merci. Merci beaucoup pour ces questions. Concernant les mesures post-Fukushima, la Russie a suivi exactement le même chemin que l'Europe, et la Russie a participé avec l'Europe dans le même programme de peer review, etc. Et les incidents nucléaires, avec le passé russe qu'on connaît, évidemment, ça marque les gens. Je me souviens que, au cas où, Rosatom a installé des diesels supplémentaires, sachant qu'il y en avait déjà un nombre astronomique. Mais les analyses ont montré que, en fait, ça n'a pas changé grand-chose en termes d'ingénierie, parce qu'on a réalisé que toutes les mesures post-Fukushima étaient déjà prises en compte dans les nouveaux designs. Donc, de ce point de vue, en fait, il n'y avait pas grand-chose de changé, sauf un aspect important, mais qui est en cours, avec la coopération, d'ailleurs avec EDF, la coopération historique dont on a fêté 25 ans il n'y a pas longtemps, sur la gestion de crise, etc. Donc là, il y a effectivement l'approche française de gestion et comment on s'attaque, comment on gère des incidents éventuels sur 2 sites à la fois, etc. Les aspects multisites. Les approches développées en France sont extrêmement intéressantes et donc voilà, on les discute dans le cadre de ces échanges entre l'exploitant russe et EDF. Concernant la filière des équipements mécaniques, donc Rosatom n'a pas toujours été en forme. Quand la nouvelle construction a démarré à la fin des années 2000, en fait, on s'est rendu compte qu'en production mécanique, on n'avait plus rien. À Tomasz, l'usine, l'équivalent de Chalon-sur-Saône russe, je me souviens des images, en fait, c'était vide, mais au sens direct du terme. Tout a disparu, l'usine ne produisait plus rien, il n'y avait personne. Il a fallu tout reconstruire, et on a mis du temps. Aujourd'hui, on est peu présent sur le marché international si on parle de design non VVR, parce que... en fait, déjà, on est content de pouvoir faire ce qu'on a à faire, parce que ça reste ambitieux, et pour tenir les plannings, donc il n'y a pas tellement de capacité disponible. Nous avons quand même une coopération avec EDF. Nous sommes devenus un des fournisseurs potentiels des pièces forgées. Donc nous sommes spécialisés dans un domaine un peu exotique. Ça reste très modeste en volume, mais c'est quelque chose de très important pour nous parce qu'on apprend énormément de choses. Et donc on le voit plus comme un moyen de progresser mutuellement. On s'est rendu compte que les approches en termes de normes, vision de la sûreté, etc., étaient, malgré toutes les convergences, il y avait quand même pas mal de différences. Et que l'autorité de sûreté française, qui est beaucoup moins prescriptive que l'autorité de sûreté américaine ou russe, en fait, là, on est assez proche. Et en fait, ça a un impact énorme sur les plannings, etc., et qu'il n'y a pas de miracle. Et donc, quelque part, si on se met dans le cadre français et on fabrique les pièces chez nous à Tomasz, on ne va pas faire beaucoup mieux que nos collègues de Framatome. Donc la vérité est là. Et donc il y a peut-être peu d'intérêt à la diversification de masse entre les filières mécaniques, purement. Mais évidemment, il y a énormément de valeur dans les échanges techniques qui accompagnent, parce que ça nous permet en fait de mieux connaître nos forces et nos faiblesses et nous améliorer par la suite. Merci, monsieur. Foulquier-Luc. Oui, ça rejoint la question de tout à l'heure. Je vais essayer d'être un peu plus polémique. L'exemple de la Russie est tout à fait passionnant à étudier du point de vue de l'acceptabilité sociale. Ce pays a changé de régime et il ne semble pas qu'il ait grosso modo changé d'opinion sur la question de la politique énergétique. Moi, j'ai travaillé à Tcheliabinsk et à Tchernobyl. Et on a pu en discuter avec des chercheurs soviétiques. Je faisais l'écologie là-bas. Et j'ai entendu des choses tout à l'heure qui m'ont un peu hérissé le poil. Parce que si un pays comme la Russie, qui a changé de régime, est toujours d'accord avec une politique nucléaire, que des pays aussi différents que la France à une époque,
Ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, en France, on arrête des réacteurs. Donc il faut arrêter de raconter des histoires. On est un pays anti-nucléaire aujourd'hui. C'est clair, net et précis, quoi. On ne fait rien depuis 20 ans. Des pays comme j'ai terminé. Des pays comme la Finlande, comme la Hongrie, comme l'Angleterre ou la Chine font du nucléaire, alors on dit c'est des dictatures, il n'y a pas de problème d'acceptabilité sociale. C'est intenable comme argument, ça. Ça veut dire qu'il y a des peuples qui sont des peuples de soumis qui avalent n'importe quoi. Alors les démocraties, ça serait l'Allemagne, la France ou l'Espagne. Ça ne marche pas comme argumentation, ça. Et je pense qu'il faut qu'on aille bien au-delà pour essayer de comprendre pourquoi, à des endroits, c'est relativement facile, si on s'explique, etc., de faire marcher la démocratie pour que les gens soient d'accord avec une politique énergétique conforme aux objectifs de réduction de CO2, et pourquoi dans d'autres pays, qui sont aussi des démocraties, et pas obligatoirement des dictatures, on impose le renouvelable. Donc notre argumentation, elle est beaucoup trop faible sur la question de l'acceptabilité sociale, à mon avis. Merci, vos commentaires. Merci pour votre commentaire. En fait, je pense que vous avez tout dit, hein, c'est ça. Et je ne pense pas que l'Angleterre ou la Finlande soient moins démocratiques que d'autres pays, et ils ont réussi à convaincre leur opinion publique en fait, de revenir au nucléaire. Mais il y a eu un processus, ce n'était pas facile. En Russie, je ne vous cache pas, ce n'était pas facile. Et si en Russie, le nucléaire revient, quelque part, c'est parce qu'il y a eu tellement de choses dans les années 90 et 2000, négatives, que les gens ont un peu oublié. Donc le nucléaire s'est passé... et en fait, maintenant, quand on voit que, ah oui, ça construit, ça crée des emplois, l'électricité est bon marché, etc., on arrive à exporter, là, les gens voient des avantages. Donc... mais la France, c'est aussi une grande démocratie, et le programme historique de la France, il faut quand même le rappeler, Christophe a montré le passage du camembert noir au camembert vert. Les Chinois veulent le faire, mais la France l'a fait de manière très efficace, et pour l'instant, c'est pas quelque chose d'égalé. Et c'était fait dans un cadre démocratique, mais il y avait un consensus national sur la nécessité d'avoir une indépendance énergétique. Et d'où elle est venue cette nécessité? C'est parce qu'il y a eu la crise pétrolière. Et là, la décision a été prise. Nous avons vu avec le Covid que le gouvernement en France, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les élections, etc., est capable de prendre des décisions sur la vaccination, sur le pass sanitaire, sans aucun problème. Et la population adhère à ces solutions. Même si ce n'est pas la meilleure des choses. A priori, les Français, j'imagine, ne sont pas contents d'avoir une vaccination quasi obligatoire et un pass à présenter, même à l'entrée d'une conférence nucléaire. Donc, c'est possible. Les solutions rapides, efficaces et impopulaires en soi sont possibles, mais il faut une nécessité. Et donc, quelque part, le besoin aujourd'hui du nouveau nucléaire, peut-être que ce n'est pas encore ressenti. Les gens n'ont pas... parce qu'on a vu le prix de gaz multiplié par 10 en 2 jours. Tout le monde l'a senti, sauf la France. Là, parce que c'est aucun problème. Et donc, c'est peut-être ça, c'est pas un problème de démocratie, mais la société savante comme la SFEN ou l'industrie nucléaire, les gens savent de quoi ils parlent. Mais tous les autres disent, tout va bien, dans la prise, il y a l'électricité, la facture n'est pas très élevée. Alors... Monsieur. Oui, Dominique Hochem. Ouais, d'abord, merci pour cet optimisme sur la démocratie française. Je sais pas si j'ai un point de comparaison. Je ne sais pas si c'est ta moitié russe ou ta moitié française qui parle, mais en tout cas, merci. Oui, moi, j'avais une question sur le cycle, parce que tu n'en as pas parlé. Donc, avec le fait de repousser dans le temps le VVR 1200, je me demande si la stratégie russe de fermer le cycle est très, très ancrée. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots là-dessus? Est-ce que l'usine de Mayak fonctionne? Et est-ce qu'il y a un projet d'usine de plus grande capacité dans le tuyau? Ça, on n'y voit pas très clair. On n'a pas beaucoup d'informations non plus sur l'état du MOX et avec cette usine qui est en cours, qui doit être terminée maintenant d'ailleurs. Voilà. Puis juste une question complémentaire, mais qui n'a rien à voir sur le sujet. Le VVR Toy, est-ce que c'est une évolution du 1200? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a un projet de construction quelque part du VVR Toy? Merci beaucoup pour ces questions. Je vais commencer par la deuxième, parce que le TOI, c'est vrai que c'est une évolution. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de modification majeure en termes
nouveaux systèmes, etc. Mais c'est une optimisation de l'arrangement et de la digitalisation. Et il est en construction actuellement à Koursk, mais on peut dire que c'est un VVR 1200. À la centrale de Koursk, je ne l'ai pas dit en fait, mais la construction en Russie, faut le voir aussi comme un programme de remplacement. Parce qu'il y a encore 10 RBMK en fonctionnement, donc les réacteurs tristement célèbres à cause de l'accident de Tchernobyl. Mais aujourd'hui, la logique, c'est qu'on construit des VVR sur les sites où il y a des RBMK. Et donc, il y a un VVR qui démarre, tout de suite, un RBMK qui s'arrête. Et en 2035, il n'y en aura plus. Ça augmente légèrement la capacité, parce que 1200, c'est plus que 900 mais, par unité, mais c'est un programme de remplacement. Et ça a un impact assez inattendu sur le cycle, parce qu'aujourd'hui, le cycle en Russie est, on peut dire, fermé sur la partie uranium de retraitement, qui, en fait, est utilisée massivement dans les RBMK. Quand on retraite le combustible à Mayak, l'usine qui fonctionne toujours, la vieille usine, l'uranium de retraitement sert à fabriquer le combustible des RBMK. Et donc là, avec l'arrêt de ces réacteurs-là, il va falloir orienter cette partie du cycle vers d'autres horizons. Concernant les usines de retraitement et les rapides. Donc, avec 2 unités de rapides, en fait, pour le programme national de gestion des matières, c'est suffisant. Parce qu'on doit d'abord maîtriser entièrement la partie MOX pour que ça fonctionne. Ça a pris un peu de temps, le MOX rapide, et je parle bien du MOX rapide parce qu'il n'est pas question pour l'instant en Russie de moxer les VVR. Il y a eu des essais avec ce qu'on appelle les REMIX, c'est un MOX léger, donc c'est avec une teneur assez faible de plutonium et de l'uranium enrichi, donc au total ça fait à peu près 5%, donc c'est beaucoup moins que 8% dans un MOX français. Donc. Mais même ça reste, pour l'instant, ça reste une option qui est affichée, mais il n'y a pas de projet industriel sérieux, on va dire, derrière. Par contre, sur le MOX rapide, il y a une usine à Krasnoyarsk qui fonctionne, qui produit le combustible MOX rapide en série, et ce MOX est utilisé dans le réacteur BEN 800. Le temps qu'on maîtrise complètement cette technologie-là, parce que ça nécessite quand même une attention bien particulière, je pense que là, l'arrivée d'un BN 1200 sera tout à fait naturelle. Et en parallèle, il y a une autre piste qui est explorée, mais en tant que, on va dire, R&D semi-industriel, c'est la filière plomb. Donc, il y a un petit réacteur refroidi par le plomb liquide qui est actuellement en construction, et la première pierre a été posée au mois de juin de cette année. Mais c'est un prototype, et il va mettre pas mal d'années à atteindre la maturité des réacteurs rapides refroidis au sodium, qui reste, on va dire, la partie industrielle de l'aval du cycle. Merci. Alors, vous avez une question ici. Oui, bonjour, Georges Kyriazidis. Je voulais savoir quel a été le coût du Akademysk Lomonosov et comparé aux 77 MW électriques que vous avez cités, et quel est le prix minimal du kilowatt sur les 40 ans de vie du réacteur? Je n'ai pas les chiffres exacts sur le... Approximativement, je peux vous donner quelques éléments de contexte. L'académicien Lomonosov a accumulé tellement de retard que, en fait, le taux d'échange euro et rouble a été multiplié, je crois, par 3 entre-temps. Donc, en fait, on ne peut même pas reconstruire le montant, mais on sait que c'est cher. Par contre, même avec tous ces problèmes de construction, là où il est déployé, dans le nord de la Russie, le prix du mégawattheure, approximativement, c'est dans la zone de 200 à 300 euros le mégawattheure, parce qu'on est au nord extrême de la Russie. La durée de la navigation qui permet l'acheminement de diesel ou autre chose, c'est quelques mois. Dans l'année seulement, c'est extrêmement cher de ramener des choses. Et en fait, même avec tout le retard accumulé, il est largement rentable, l'académicien Lomonosov. Le tarif cible qui est visé par les nouvelles barges optimisées
en fait, il est bien en dessous, en fait, et il est compatible avec le... j'ai pas les chiffres exacts, mais en fait, c'est assez proche des valeurs du prix de grands réacteurs. Donc en fait, c'est pas vraiment une question économique en fait. L'économie d'échelle ne fonctionne pas de la même manière pour ce type de réacteur que pour si on part d'un VVR 600 et VVR 1200. Merci. Oui, allez-y. Oui, tu n'as pas parlé d'une stratégie d'export des SMR encore En fait, il y a une stratégie, mais il n'y a rien pour l'instant. Donc, forcément, il y a une volonté d'exporter ce design-là, parce qu'on sait le faire, on sait le fabriquer, et on a l'impression que ça peut être utile à pas mal d'endroits. En même temps, quand on regarde ces endroits, et on regarde la réglementation internationale, on voit qu'il y a quand même du chemin à faire. Mais nous travaillons activement sur ces sujets-là, et ça fait partie des sujets de nos discussions avec nos partenaires européens. Et nous y croyons, nous pensons que c'est quelque chose de très utile, mais ce n'est pas quelque chose qui va se faire mécaniquement par une négociation commerciale. Il y a un travail en amont nécessaire qui est plus du registre, on va dire, diplomatique, intergouvernemental, ou même de la réglementation internationale de l'AEA, etc., pour répondre à des questions simples comme qui est responsable s'il y a un problème pendant le transport, qu'est-ce qui se passe avec le combustible usé. Donc toutes ces questions pour lesquelles nous avons des réponses claires dans la réglementation internationale, il y a soit un flou, soit un vide dans la réglementation mondiale. Michel a posé cette question dans sa présentation avec les vaisseaux à propulsion nucléaire pour l'usage civil. Aujourd'hui, la Russie exploite les brise-glaces et même un porte-conteneurs, mais uniquement dans les zones russes. Qu'est-ce qui se passe si demain le brise-glace arrive au Canada pour, je ne sais pas, servir à une mission locale? On n'a aucune idée de comment ça fonctionne. Même s'il y a des exemples. On sait que Charles de Gaulle, le porte-avions, il va à des endroits, il rentre dans les ports, et ça ne pose pas de problème existentiel, mais on n'est pas du tout dans le même cadre. Merci, vous avez le micro, allez-y. Oui, vous avez largement rappelé la coopération avec la France, notamment sur les réacteurs rapides, et vous avez fait une proposition de coopération, voire plus, à la fin de votre présentation avec la France. Mais est-ce que vous avez des coopérations avec la Chine ou est-ce que vous en envisagez ? Effectivement, il y a une coopération avec la Chine. Christophe en a parlé. Les Chinois ont acheté un petit réacteur rapide. Ils ont mis du temps à le démarrer. Il y a une coopération sur le comment on appelle, le CFR 600, c'est ça? Parce qu'avec tous les modèles en Chine, on a du mal à les identifier. Pour ce modèle-là, c'est Rosatom qui fabriquera le combustible. Mais la coopération avec la Chine a ses limites, à la fois imposées par la Chine et aussi par la Russie. Donc, je ne sais pas s'il y a une suite gigantesque après les deux projets industriels importants qui ont été rappelés dans la présentation de Christophe. Merci. Monsieur, vous avez le micro en haut, voilà. Oui, bonjour. Charles Miry, étudiant à l'INSAM d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, avec, on va dire, votre retour d'expérience sur les brise-glaces, avec aussi les présentations qu'on a eues tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'à terme, les transports maritimes pourraient envisager ce genre de propulsion, voilà, dans un cadre civil? Merci. Merci pour votre question, qui a été également posée par Michel dans sa présentation, parce que c'est une question intéressante. Là, je pense que le nucléaire ne pourra pas répondre à tout. On a du mal à imaginer tous les porte-conteneurs remplacés par des porte-conteneurs nucléaires. Par contre, il y a des cas d'utilisation où on nécessite une puissance importante ou une autonomie importante, notamment les brise-glaces, c'est pour ça, parce qu'on a besoin de naviguer à travers 4 mètres de glace au mois de février, et pour ça, il faut un peu de patate. Mais est-ce qu'on a besoin de ça partout ?
c'est une question qui se pose. Est-ce que plutôt à la place, le nucléaire pourrait contribuer à développer, à produire de l'hydrogène pour être utilisé pour la fabrication synthétique d'un combustible pour les mêmes porte-conteneurs, mais en usage conventionnel? Peut-être que c'est une piste à examiner. Mais j'observe que nos partenaires britanniques ont annoncé récemment des travaux et des avancées assez significatives sur le développement de la réglementation des vaisseaux nucléaires civils. Ce qui est un signe. Le Royaume-Uni, c'est une grande puissance maritime, historique, et eux, ils y pensent. Donc peut-être que une certaine partie de cas d'études, des cas d'utilisation pourrait être couverte par la propulsion nucléaire. Merci. Et puis alors, c'est très bien que des jeunes posent des questions. Donc les étudiants, vous êtes là, vous êtes aussi participants, non seulement pour écouter, mais aussi pour poser des questions. Allez-y, monsieur. Oui, Pierre Virotte, vous n'avez pas évoqué l'intérêt de la Russie et de Rosatom pour la fusion. Il y a un très grand intérêt à la fusion. En fait, on participe à tokamak de manière très active. Et c'est en fait la Russie, l'agence domestique pour la Russie, c'est Rosatom. Donc Rosatom est un participant très actif du projet ITER. Il y a également des petits tokamaks en Russie. On n'est pas aussi ambitieux que les Chinois sur le développement, on va dire, tout de suite industriel de cette technologie-là, mais historiquement, la fusion a une place très importante en fait en Russie. Et il y a beaucoup de chercheurs en Russie qui travaillent sur la fusion, mais pour l'instant, ça reste plus R&D qu'une vision industrielle pour construire des tokamaks. Tokamak, c'est un mot russe d'ailleurs, donc il y a un intérêt. Quelqu'un a le micro aussi en haut. Allez-y, monsieur. Oui, Philippe Bardel, ex-CEA. Merci pour votre présentation et puis vos réponses aux questions. Vous avez évoqué brièvement le projet de réacteur à neutrons rapides de Brest 300, avec l'utilisation du plomb. À ma connaissance, sauf erreur, il y aura aussi un combustible nitrure mixte, uranium-plutonium. Je ne sais pas si vous avez des informations à ce sujet-là, et en particulier sur l'usine de fabrication en projet ou réalisée pour ce type de combustible. Vous avez tout à fait raison. Le cycle qui est envisagé pour Brest 300, c'est un cycle un peu compliqué, nitrure. Et en fait, la particularité de ce réacteur, c'est qu'il va être localisé juste à côté, immédiate, d'une usine de retraitement également. La fabrication du combustible, évidemment, c'est pas fait sur site, c'est fait, mais pas très loin non plus. Mais toutes ces questions, font partie aussi des questions de l'autorité de sûreté russe à ce design. Donc aujourd'hui, nous avons une autorisation pour la construction. La licence a été donnée, mais il y a aussi les questions à clarifier pendant la construction, avant le démarrage. Et une bonne partie de ces questions sont liées au cycle. Merci. Y a-t-il encore une question? Alors voilà, juste à côté, allez-y. Bonjour, Nicolas Bixière de l'ANSAM. Vous avez parlé tout à l'heure du projet Astrid qui a été arrêté, que la Russie avait des intérêts assez importants sur ce projet-là. Est-ce que vous pensez que par un jeu de géopolitique, ce projet pourrait redémarrer dans un futur proche ou plus lointain? Nous sommes prêts à signer aujourd'hui. Mais vous savez, notre intérêt, il était plus, bien sûr, on ne participait pas directement, mais depuis des années, nous partageons énormément de choses sur la filière sodium entre la France et la Russie. Et c'était une vision commune de pas mal de choses. Et c'est vrai que la disparition d'un projet de cette importance, et pour des raisons politiques qui regardent bien sûr la France, mais ça a attristé évidemment les collègues en Russie. Et donc si sous une forme quelconque ce projet redémarre, ça va être extrêmement positif.
parce que ça va permettre de... Enfin, bon, je ne veux pas vous convaincre. Voilà, donc ça c'était... mais ça a fait... l'effet était assez... d'une douche froide en Russie. Parce Merci beaucoup de vos questions, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci Alexei de votre intervention.